Merci beaucoup. Pour la seconde étude, on va passer la parole au docteur Guillaume Allan du Centre hospitalier de Mâcon, qui va nous présenter les résultats d'une étude qui évalue la performance diagnostique de différents modèles de détection de l'amylose cardiaque à transthyrétine. Merci, docteur Allan. Bonjour à tous, merci pour l'introduction. Donc je vais partager mon écran. Vous me confirmez que c'est tout bon chez vous. On va passer en plein écran. Est-ce que ça fonctionne? C'est tout bon? C'est tout bon, en plein écran, nickel. Merci encore à tous. Donc Guillaume Allan, je suis cardiologue à l'hôpital de Mâcon et je souhaitais vous parler de cette étude qui donc évalue les performances et les potentiels biais de différents modèles prédictifs pour la détection de l'amylose cardiaque à transthyrétine. Et la question que je me suis posée en voyant ce titre, c'est finalement est-ce qu'on peut améliorer le diagnostic d'amylose à transthyrétine grâce à ces différents outils. Alors, sans vouloir enfoncer des portes ouvertes, hein, l'IA, on sait que c'est très intéressant parce que ça ouvre le champ des possibles pour la détection des maladies rares et que l'amylose à transthyrétine. Je ne sais pas si on peut encore parler de maladies rares quand on voit la prévalence qu'on a, notamment dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Mais en tout cas, il y a un vrai challenge, notamment dans les délais du diagnostic, qui impacte fortement le pronostic de nos patients. Et donc, un des principaux intérêts, outre mieux détecter les patients, c'est mieux les détecter et plus tôt. Donc, dans cette étude, comment ils ont fait? Ils ont fait un screening avec les codes de maladies, hein, comme les codes internationaux de maladies pour la codification de l'amylose, et ils ont réussi à trouver des patients pardon, je change de position de la fenêtre pour pouvoir accéder aux diapos, voilà. Et en fait, ils ont réussi comme ça à détecter des patients qui étaient probablement atteints d'amylose, et puis ils ont vérifié qu'ils étaient bien atteints d'amylose. Donc ça, c'est le groupe patients malades. Et ils ont créé une cohorte en 1 pour 19 pour avoir 5% de prévalence de la maladie. Et ils ont ensuite, bien sûr, ajusté sur l'âge, le sexe et l'échocardiographie, créer un score de propension, et grâce à ça, ils ont réussi à finalement équilibrer la cohorte amylose et la cohorte, on va dire, contrôle de patients qui ne sont pas censés avoir d'amylose. Ensuite, ils ont allé tester quatre modèles qui existaient déjà hein, de détection d'amylose cardiaque, que je vais vous détailler très succinctement. Le premier modèle, c'est un modèle qui a été fait en 2021 par l'équipe d'UDA. En gros, ils ont pris des patients, ils ont récupéré les diagnostics d'amylose de la même manière avec les codes les disease codes, les ICD. Ils ont passé les patients, si on peut dire comme ça, dans la moulinette de l'intelligence artificielle, dans un machine learning model, et ça a permis en fait de détecter des phénotypes typiques basés sur l'âge, le sexe et 11 caractéristiques différentes cardiaques, extracardiaques qu'on connaît déjà très bien, hein. C'est l'hypertrophie ventriculaire gauche, par exemple, et le canal carpien en extracardiaque, pour exemple. Et avec ça, ils ont comparé ensuite, sur une validation externe sur quatre corps différentes, eh ben, la précision de leur modèle, qui était dans leur étude relativement bonne, puisque l'air sous la courbe était à 0,82. Le maillot ATTR-CM score, il a déjà été décrit dans d'autres biblios. C'est un score plus traditionnel qui est clinique, basé sur l'âge, le sexe, l'hypertension. L'hypertension, c'est moins un point. La FEVG, si elle est inférieure à 60%, l'épaisseur de la paroi postérieure et l'épaisseur relative des parois. Et si le score est supérieur ou égal à 6, eh ben on a une probabilité significative que le patient soit atteint d'amylose. Les deux modèles suivants, c'est des modèles basés sur l'IA. Il y a Econet LVH qui est en fait un système de deep learning, c'est un système d'IA en couche neuronale qui va en fait apprendre à détecter sur des boucles vidéo s'il y a des signes d'amylose ou pas. Et EcoGo amyloïdosis, c'est en fait un autre système un peu différent qui apprend aussi sur les images et qui va être corrigé par des experts et comme ça apprendre petit à petit à détecter les signes d'amylose. Donc les deux derniers modèles, c'est des modèles basés uniquement sur l'échographie. Si on veut parler des résultats de l'étude, alors déjà dans les deux groupes, est-ce qu'il y a une différence significative entre les groupes ou non? Eh ben, la réponse, c'est oui sur certains points. Alors, on voit qu'il y a une plus grosse proportion de patients d'origine africaine
dans le groupe amylose que dans le groupe contrôle. Et puis les patients qui ont une amylose ont finalement une paroi postérieure plus épaisse, une paroi septale plus épaisse et une épaisseur relative aussi de paroi plus épaisse. Donc ça, c'est pour la population. Alors, je ne vous ai pas détaillé, mais finalement, le groupe contrôle, il y avait 192 patients et dans le groupe TTR, 176 à la fin du flowchart. Les résultats plus précis sur la précision statistique, qu'est-ce que ça donne? Alors là, je vous ai remis le tableau qui résume les 4 modèles différents. Alors on peut regarder les paramètres habituels, hein, la sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives et valeurs prédictives négatives. On voit hein, que globalement, en termes de sensibilité, à part Ecogo qui tire son épingle du jeu, la sensibilité, elle n'est pas si bonne que ça. Paradoxalement, la valeur prédictive négative qui en résulte est pas si mauvaise, étonnamment, mais principalement parce qu'ils ont choisi une population où la prévalence était relativement faible, hein, 5%, et donc il y a moins de risques d'avoir des faux négatifs dans ce type de population. Pour ce qui est de l'air sous la courbe, ce qu'on regarde tous pour la pertinence des tests diagnostiques, et ben on voit qu'en fait UDA et HAL est complètement disqualifié par cette étude, en tout cas dans cette étude, avec une air sous la courbe à 0,49. Le maillot TTR, ATTR s'en sort un peu mieux, même vraiment mieux avec 0,79. Et puis on voit que les modèles à la base basés sur l'IA s'en sortent beaucoup mieux avec des airs sous la courbe à 0,88 et 0,92. Et je vous ai encadré aussi le F1 score. Alors moi, je l'ai découvert là, je vais être tout à fait honnête. Donc je me suis un peu intéressé à ce score. Il est assez intéressant. En gros, il va de 0 à 1 et il nous donne la capacité de discriminer, de nous dire si le test va bien nous donner des positifs en sélectionnant vraiment les vrais positifs dans les positifs. L'air sous la courbe, ça permet plutôt de dire si le patient est malade ou non malade, alors que le F1 score, vraiment, c'est un score plutôt de précision. Et là, on voit que dans la précision, eh ben, c'est Econet qui s'en sort le mieux, puis Ecogo, donc qui ont des scores qui sont quand même relativement corrects, hein, autour de 0,5 et 0,6. Par contre, UDA et Mayo, il manque vraiment de précision là-dedans. Je vous remets l'illustration centrale, en fait, hein. Sur la droite, donc, vous avez les airs sous la courbe. Vous voyez que UDA, dans cette étude, malheureusement, ce système diagnostique ne fonctionne pas bien pour discriminer malade et non malade. Et on voit ensuite sur la gauche de l'écran que le F1 score montre que finalement, c'est les systèmes basés sur l'IA qui nous donnent la meilleure ratio entre les positifs donnés par le test et les vrais positifs donnés par nos tests. Il y a quelques limitations méthodologiques qui sont soulignées directement dans l'étude, hein. C'est le fait que ce soit rétrospectif, bien évidemment, qu'il y a un seul système de santé qui soit testé, qu'il y a des biais, on dit d'optimisme, en fait, qui sont en fait liés à la méthodologie, notamment de l'IA, avec des surapprentissages, puisque en fait, on entraîne l'IA sur une seule et même cohorte avant d'essayer de l'extrapoler à une autre cohorte. Et donc, il y a un risque de ce que les Anglais appellent l'overfitting, le surapprentissage, une cohorte qui est relativement homogène. D'autres limites, notamment pour UDA, c'est que comme on se base sur des codes diagnostiques, eh ben, plus le patient va être vu, plus on va avoir de données. Donc, ça déséquilibre un petit peu la cohorte. D'un point de vue clinique, ce qu'on pourrait discuter, c'est la prévalence, parce que 5% de prévalence dans une population d'insuffisance cardiaque, a priori aujourd'hui, on pourrait penser que c'est 2 fois, voire 3 fois trop faible. Alors ça peut être pris comme un inconvénient ou comme un avantage, parce que si vous augmentez la prévalence, eh ben, vous allez augmenter votre valeur prédictive positive. Donc la question qui sous-tend tout ça, c'est finalement quelle est la capacité de généralisation de ces différentes méthodes. En conclusion, ce qu'on peut retenir, à mon sens, de ce genre d'études, c'est qu'une bonne étude avec une bonne performance, c'est pas forcément généralisable, et on le voit avec UDA qui passe de 0,80 et quelques vers sous la courbe à 0,49, que c'est des tests qui sont des bons tests pour exclure le diagnostic, hein. On a des valeurs prédictives négatives qui sont bonnes, mais en valeurs prédictives positives, on n'est pas suffisamment précis, que si on prend les tests plutôt à orientation clinique comme UDA et Mayo, on voit qu'ils sont plus simples à mettre en place, mais ils sont moins précis, et que les scores basés sur l'IA, ils sont plus solides, on va dire, pour
exclure pardon, des patients non malades, mais attention parce qu'il reste un nombre de faux positifs et donc ça ne peut pas être utilisé uniquement pour le diagnostic, ça va plutôt être utilisé pour du dépistage. Dans les perspectives futures, on peut imaginer par exemple utiliser, on en a déjà parlé en bibliose, l'IA pour du screening de masse, puis passer, une fois qu'on a élagué, entre guillemets, la population sur des tests intermédiaires et enfin confirmer avec une scintigraphie osseuse, par exemple. Et moi, un autre point qui me fait me dire qu'on n'est pas encore tout à fait prêt avec ces choses-là, c'est qu'il y a encore beaucoup d'angles morts. Tous ces modèles-là, en fait, on les a entraînés sur des patients qu'on avait diagnostiqués. Et le challenge aujourd'hui, c'est aussi de savoir détecter précocement des patients qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de diagnostiquer et donc qui n'ont probablement pas été pris en compte dans la création de ces modèles. Et donc, même si c'est très encourageant comme modèle, eh ben, attention, il y a encore des patients qui restent dans les angles morts. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Oui, on a l'impression qu'on est encore loin d'une utilisation concrète quotidienne de ces modèles basés sur l'intelligence artificielle. Je suis tout à fait d'accord. Pour faire le lien avec les deux papiers qui ont été présentés, est-ce qu'on peut envisager l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le suivi des patients? Ça a été quelque chose de discuté ou pas? Alors, en revenant au papier précédent, ça me faisait penser qu'on a tous travaillé un peu sur l'hypertension pulmonaire et on sait qu'il y a des critères qui permettent de définir un répondeur et un non-répondeur. Et quand on voit le papier qui a été présenté par Charles tout à l'heure, on sait que c'est une question que je voulais lui poser d'ailleurs. Est-ce qu'on peut envisager un jour de définir des critères de réponse ou de non-réponse au traitement? Et donc, je vous pose un peu la question à tous les deux. Est-ce qu'on peut envisager de faire comme dans l'HTAP avec les nouveaux médicaments qui vont arriver dans les années qui viennent? Actuellement, on est quand même encore un peu limité, mais de dire, bah, tiens, celui-là, c'est un non-répondeur et on va pas aller plus loin. On doit aller plus loin, on doit peut-être arrêter le traitement et passer à un autre, et inversement. Et peut-être, est-ce que l'intelligence artificielle, donc là, c'est plutôt pour Alain la question, est-ce que l'intelligence artificielle peut s'appliquer aussi au suivi pour cette idée-là? C'est vrai que c'est une bonne question. Moi, je trouve que c'est vrai que l'approche de l'HTAP avec cette histoire de stratification du risque, en fait, elle peut s'appliquer à beaucoup de maladies en cardiologie. Elle est vraiment prépondérante dans les guidelines sur l'hypertension pulmonaire parce que c'est un peu historique et qu'il y a beaucoup de travaux là-dessus. Un peu moins dans l'insuffisance cardiaque et les cardiomyopathies. Et en fait, on fait tous un peu au nez. Mais ça serait peut-être pas mal de. Moi, je pousse là-dessus. En tout cas, c'est un peu comme ça que je fais en pratique clinique pour le reste. C'est que c'est vrai que on regarde un peu tous les paramètres, être toujours un peu multiparamétrique et se dire, bon, bah là, il est plutôt dans le vert ou dans l'orange ou dans le rouge. Et puis, en fonction de ça, bah, on intensifie ou pas le traitement. Et c'est sûr qu'avec l'intelligence artificielle, les réseaux neuronaux pourraient améliorer les choses. Je sais pas ce que Guillaume en pense. Ouais, je suis d'accord. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, c'est pas du tout exploité, mais ça fait partie des capacités de l'intelligence artificielle, hein, avec, avec les systèmes qui existent actuellement, on pourrait très bien envisager de définir des modèles et de trouver des signaux forts ou faibles qui nous permettent d'ajuster le suivi, de mieux comprendre aussi, mieux comprendre et mieux suivre les patients. Ouais, c'est vrai, parce qu'on aurait envie de mettre dans notre score le test de marche, pourquoi pas la scintigraphie un jour, son évolution sous traitement, le BNP, bien entendu, la tropo. Il y a plein de. C'est une possibilité intéressante dans l'avenir. En tout cas, effectivement, comme le disait Camille, c'est pas pour tout de suite dans notre pratique quotidienne, même si on ne pas oublier que dans nos appareils d'écho, on utilise l'intelligence artificielle tous les jours, et c'est pas tout à fait la même chose. Mais pour le dépistage, en tout cas, ce que tu disais, c'est vachement important, c'est très intéressant, le dépistage de masse. Là, c'est là qu'on aimerait que ça nous apporte quelque chose, mais il y a effectivement des limitations. Hein, on sait tous que de traiter tôt, diagnostiquer tôt, ça permettrait de traiter tôt et d'améliorer le pronostic. Donc, c'est important qu'on continue tous à travailler bien là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, je ne crois pas. C'est vous-même, vous n'avez pas d'autres questions?
Eh bien, sinon, je pense qu'on arrive à la fin. On a même, exceptionnellement, on a 1 minute d'avance. Il est 13h59, donc je vais conclure. Je remercie les orateurs pour leur très belle présentation. C'était deux papiers intéressants, et très intéressants même. Et puis, et donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous annonce la prochaine Biblios qui aura lieu dans 15 jours, le 11 septembre, comme d'habitude, à la même heure, 13h30, jeudi 11 septembre. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée.